Donc, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel événement du festival Building Beyond, festival organisé par Léonard, la Fabrique de la Cité, la Fondation d'entreprise pour la Cité et le laboratoire de recherche d'environnement ParisTech. C'est notre 3e festival et nous sommes très heureux de vous retrouver. Il reste encore quelques jours d'événements. Le festival se finit à la fin de la semaine, donc n'hésitez pas à consulter le programme pour les prochains jours. Pour ma part, je suis donc Isabelle Lambert, responsable prospective au sein de l'équipe Léonard. Et donc, c'est avec grand plaisir que je vais animer donc, cette session qui est d'une keynote suivie d'une table ronde, donc pendant 1h30 passée ensemble, autour de la thématique du télétravail et de son impact sur les organisations, enfin, les entreprises et la ville. Le sujet du télétravail n'est pas un sujet qui est nouveau. Il a été largement mis en exergue avec la crise sanitaire que nous continuons à vivre. Malgré une légère diminution du nombre de télétravailleurs, de 27% pendant la période de confinement, nous passons aujourd'hui à peu près 15% de télétravailleurs, ça reste quand même un point pivot. On sent aujourd'hui que le télétravail est un élément à prendre en compte et à considérer par les entreprises, un service à proposer à leurs salariés. On peut aussi noter que la crise a mis en exergue le besoin de se réunir, de créer un lien social. Et donc, les bureaux, le siège social est apparu comme un élément clé pour maintenir cette dynamique d'équipe et entretenir la culture d'entreprise. Par rapport à cette tension qui est en train de se créer, je vous propose, au travers de cette heure et demie que nous allons passer ensemble, de s'interroger sur l'évolution de ces bureaux traditionnels. Est-ce qu'ils vont se diluer au sein de la ville? Est-ce qu'ils vont être réinventés? Mais également sur le rôle de la ville par rapport à ces services nouveaux qu'ils ont à proposer aux salariés. Au cours de cet événement, donc, nous aurons d'abord une keynote d'Emmanuel Duez qui a fondé le Boson Project pendant une petite demi-heure. Et puis ensuite, nous aurons une table ronde qui réunira Clément Alteresco et Guillaume Savard pour approfondir le sujet du télétravail et ses impacts sur la ville et les organisations. Avant de laisser la parole à Emmanuel, je vous propose une petite vidéo qui représente l'évolution de l'espace du travail. Let's go! Après cette introduction rythmée, je laisse tout de suite la parole à Emmanuel qui va nous présenter et partager sa vision sur les évolutions des espaces de travail. Merci.
Merci, bonjour à tous. Merci d'être là en présentiel parce que je m'étais imaginé faire ça face à une caméra et ça aurait été vraiment compliqué. Alors, on a 35 minutes ensemble et j'ai des milliards de choses à partager puisque l'époque est extraordinairement riche de transformation et que nous, chez les Bosons, qui essayons de projeter un peu le monde du travail de demain en accompagnant les entreprises d'aujourd'hui, on a la chance d'être aux avant-postes de transformations qui sont très profondes, ou en tout cas de questionnements qui sont très lourds pour les chefs d'entreprise. Je vais essayer d'en faire une synthèse. Alors, j'ai une première question qu'on s'est posée et que du coup je vous livre. Chez les Bosons, c'est finalement aujourd'hui quelles sont les tendances lourdes qui traversent le monde de l'entreprise de manière générale, avant, dans un deuxième temps, d'atterrir sur l'espace de travail et de réouvrir le champ sur l'espace de vie. Quelles sont les transformations qui parcourent le monde de l'entreprise avant le confinement, dans le monde d'avant, parce qu'il y aura probablement un monde d'avant et un monde de demain qui n'est pas encore défini. Dans le monde d'avant, on avait une espèce de sainte trinité dans l'entreprise, la raison d'être, le bonheur et la transfo. Et ça faisait déjà quelques années que tous les enjeux des entreprises tournaient autour de ce triptyque. La raison d'être parce que époque très vocale, beaucoup dans la communication, qui fait écho à une crise de sens générationnelle globale très importante, où les entreprises se sont dit il faut absolument qu'on soit on se dote d'une mission, soit qu'on rende belle, éclatante et lisible la mission qu'on a déjà. Mais en tout cas, l'entreprise de Milton Friedman, Business of Business is doing business, résolument elle est obsolète. Donc il faut qu'on raconte une belle histoire pour les clients, pour les talents. Le bonheur, ça a été un gros sujet également dans l'entreprise, avec une vraie question philosophique derrière. Est-ce que véritablement l'entreprise, le lieu où on travaille, doit être dépositaire de la quête de bonheur qui nous anime tous ? Mais on s'est dit, parce qu'on était un peu fous et qu'on se rendait pas compte qu'en fait, il y avait un méchant virus qui allait rebattre les cartes du jeu, que peut-être c'était possible. Et donc, on a mis en place des Chief Happiness Officers, enfin bref, qui ont fait le boulot que les RH souvent ne faisaient plus. Et on s'est dit, peut-être que c'est possible et peut-être que ça va mettre en mouvement les hommes et les femmes et peut-être que ça va les engager dans une France où 91% des collaborateurs se disent pas ou plus engagés pour leur boîte. Et ça, c'était avant le Covid. Et puis la transfo, qui est un petit peu l'énergie qui fait tourner le manège du bonheur et de la raison d'être, qui était cette espèce de rythme incessant de changement, de conduite du changement, de change dans tous les sens, où finalement on a fait du changement une science, parce qu'on était bien conscient dans l'entreprise qu'il était en train de se passer une transformation profonde et qu'il fallait faire bouger les lignes. Ça, c'était la sainte trinité du monde d'avant dans l'entreprise, avec des niveaux de maturité, de sincérité très diverses, des belles aventures entrepreneuriales en prise à des transformations très profondes, culturelles, organisationnelles, des systèmes de gouvernance, et puis d'autres qui attrapaient le pompon du manège en se disant on va être super fort dans la com et on va pouvoir se démarquer. Et puis, il y a eu le confinement, le temps s'est arrêté, c'est probablement une époque qui est tout à fait inédite dans l'histoire des entreprises au niveau mondial, le temps qui s'arrête. Et aujourd'hui, quand on prend du recul par rapport à l'entreprise, on voit émerger une nouvelle trinité. On parle de fraternité dans l'entreprise, pas simplement de qualité du lien social, pas simplement de solidarité même, qui est une acception compassionnelle passive. On va dans la fraternité, qui est ce qui anime des frères d'armes. Des gens qui s'engagent ensemble, qui sont en mouvement ensemble, sur un même territoire de valeurs. Nous, les Bosons, à la faveur du confinement, nous avons lancé une grande étude auprès des travailleurs français, non pas pour essayer de projeter le monde de demain, parce que je pense que personne n'en s'effiche rien, mais pour essayer de capturer ce qui leur manquait. Alors qu'on a arrêté de travailler, ou alors qu'on travaille, mais de manière délabrée, à distance, alors qu'on a le choix de plus vraiment s'engager ou plus s'engager du tout. Après quelques semaines confinées, qu'est-ce qui manque pour de vrai ? Et qu'est-ce qui met vraiment en mouvement les hommes et les femmes ? Est-ce que c'est la raison d'être qu'on placardait sur les murs ? Est-ce que c'est la fierté d'appartenance ? Est-ce que c'est le sens de mon job ? La première réponse, c'est l'autre.
En fait, ce qui me met en mouvement, ce qui me donne envie le matin de me lever et d'aller bosser, c'est l'autre. Et là, c'est trivial, vous pourriez me répondre, et vous auriez raison. L'homme reste avant tout un animal social. Et finalement, la première fonction de l'entreprise, c'est celle-ci. C'est d'être un lieu où des hommes et des femmes font société ensemble, indépendamment du sens de mon job, de l'utilité de mon job, du secteur d'activité, de la taille de la boîte ou de sa localisation géographique. Donc, cette dimension de fraternité, elle est essentielle. Et ça va être un enjeu monumental pour l'entreprise demain, parce qu'il y a énormément d'entreprises qui sont tout sauf des lieux de fraternité. Et moi, j'entends déjà les managers ou les dirigeants me dire « Mais Emmanuel, après le bonheur, on marche sur la tête. La fraternité, on n'y arrivera jamais. » A-t-on seulement le choix, dans le monde qui est le nôtre, demain, de renier cette fonction sociale essentielle à l'entreprise? A fortiori, si c'est ce qui met en mouvement, et on va avoir plus que jamais besoin que les hommes et les femmes se remettent en mouvement. Ce qu'on appelle la remontée en puissance opérationnelle dans les armées. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'on a perçu très fortement et dont on parle très peu, c'est que l'entreprise, c'est un lieu de pédagogie. On parlait beaucoup de l'entreprise apprenante. Je suis désolée, je sors tous les poncifs et les tartes à la crème dont on nous bassine à longueur de journée. Là, on ne nous a pas parlé d'entreprise apprenante. On nous a parlé de pédagogie. On a dit, en fait, aujourd'hui, nous, travailleurs français, on se rend compte qu'on vit dans un monde qui est extraordinairement complexe, qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Déjà, on ne comprenait pas ce qui se passait avant. On parlait de désintermédiation, de disruption, de plateformisation, de digitalisation. Je suis caissière de supermarché dans une grande surface. Je sais que ça vient impacter mon job, mon futur, celui de mes enfants, mais je pige rien à ce qui est en train de se passer. C'est le cas de la plupart d'entre nous. Et dans ce monde complexe, et ayant rendu encore plus complexe par le momentum que nous sommes en train de vivre, l'entreprise, elle a un devoir de pédagogie. Là encore, les managers, pas les managers qui ont été poussés dans des fonctions managériales parce qu'il faut, à un moment donné, encadrer des gens pour grandir, mais les managers dont le métier, la vocation, le sacerdoce, c'est de faire grandir les hommes et les femmes, ces managers-là sont au premier poste de cet impératif de pédagogie. Dans un monde complexe, l'entreprise, plus que l'école, plus que les médias, plus que l'État, est un lieu de confiance dont on attend une compréhension des tenants et des aboutissants du monde qui est le nôtre. Et troisième élément, c'est la résilience. Alors là, pour le coup, on en a beaucoup entendu parler. Cette capacité d'une entreprise, cette capacité des individus à être plastiques. Dans les armées, je parle beaucoup de l'armée parce que j'ai la chance immense d'être officier de réserve pour la Marine nationale. Et c'est un lieu où la résilience, elle est intrinsèque. Dans les armées, cette résilience au niveau de l'organisation, elle s'entraîne. C'est la capacité à surmonter, en tant qu'organisation, des traumatismes extrêmement importants sans véhiculer ensuite des syndromes post-traumatiques. C'est la capacité d'une entreprise à pivoter, à se transformer complètement. En fait, c'est une autre façon de parler de l'agile, mais d'une manière beaucoup plus ambitieuse. Quand on est résilient, on est bulletproof d'une certaine manière. À l'échelle des individus, qu'est-ce que c'est que la résilience ? C'est la capacité à, malgré l'adversité, trouver en soi les ressorts de continuer. La résilience à l'échelle individuelle, à l'occasion du confinement, elle reposait sur 3 éléments. J'en ai partagé un, c'était la notion de fraternité. Et il y en a 2 autres qui nous ont été évoqués, le sens et l'utilité. Et c'est pas la même chose. Le sens, c'est Saint-Augustin, je suis un bâtisseur de cathédrales. Et j'ai du sens parce que ce que je fais, c'est d'ériger des cathédrales. Est-ce qu'on a tous la chance d'avoir du sens profondément dans notre job ? Pas sûr. Est-ce qu'on a tous un job profondément porteur d'un sens supérieur ? Pas sûr. D'ailleurs, rappelez-vous, à l'occasion du confinement, on disait en fait ceux qui sont sur le front, les pompiers, les infirmières, les médecins, eux, ils ont du sens. Et tous les autres, ils n'ont pas de sens. C'est la raison pour laquelle les travailleurs français nous ont dit l'utilité, c'est aussi vachement important. L'utilité, c'est l'interdépendance à l'intérieur d'une équipe. C'est OK, je fais pas des opérations à cœur ouvert matin, midi et soir. Mais en fait, à l'intérieur de mon équipe, je sens que j'ai de l'impact. Dans la marine encore, on dit que la force d'une chaîne, c'est la force du maillon le plus faible. Je sais en amont et en aval ce à quoi je sers. Et ça me rend extraordinairement résilient.
Donc la nouvelle trinité dans l'entreprise, c'est ça, c'est fraternité, pédagogie, résilience. Et finalement, quand on prend du recul par rapport à ce que je viens de partager sur cette première question, qu'est-ce qui bouge dans les entreprises, on voit qu'on est en train de passer d'un monde où on communiquait beaucoup, avec des concepts parfois hors sol, souvent très sophistiqués, assez conceptuels, et que là, on revient sur des fondamentaux qui font vibrer ou pas les hommes et les femmes, qui mettent en mouvement pour de vrai, comme si le Covid, le confinement, toutes ces réflexions, le fait qu'on puisse choisir ou pas de s'engager, parce qu'en réalité, c'est ça qui est en train de se passer. Finalement, ça amène à des questionnements personnels sur les fondamentaux, les essentiels, et du coup, le sens du travail au quotidien. Une époque qui est peut-être moins cérébrale et qui est un peu plus tripale. Et en cela, je pense que l'époque est intéressante et un momentum à saisir. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, quels sont les enjeux qui sont projetés sur l'espace au sens large du terme? Là, j'ai cinq grandes tendances que je souhaitais vous partager. La première, c'est que dans le monde d'avant, en tout cas au niveau de l'immobilier tertiaire, on observait un grand mouvement à la désincarnation. On était dans des phénomènes de mode, un peu de la fast fashion de l'immobilier tertiaire, où finalement, les locaux étaient tous très très cool, mais se ressemblaient tous. Et puis d'ailleurs, le flex, l'open space, on l'a bien vu avec la petite vidéo, produisait une espèce d'uniformisation de l'espace du travail, où les logiques humaines, où les logiques d'identité d'entreprise laissaient un peu la place à des logiques de marketing ou des logiques de coût. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il va falloir réinvestir l'espace. Et donc passer de la désincarnation à la réincarnation, à la réappropriation, avec un enjeu très important, comment traduire dans l'espace pour de vrai, au-delà du cool, au-delà du superficiel, la singularité d'une entreprise, son patrimoine immatériel. Parce que c'est ça que les collaborateurs vont venir chercher. Mais encore faut-il déjà savoir quel est ce patrimoine immatériel de l'entreprise, qui n'est pas les 4 ou 5 valeurs qu'on a placardées au mur, c'est beaucoup plus complexe, a fortiori dans des entreprises familiales, dans des entreprises qui ont un héritage qui existe depuis des décennies. Et quel professionnel du monde de l'immobilier pour traduire finement dans des concepts d'aménagement une singularité spécifique? Existe-t-il des designers, des architectes qui sont prêts à prendre des briefs aussi complexes que celui-ci et qui sont prêts non pas à servir des intérêts économiques ou à répondre à une charte donnée ou à se faire plaisir, mais à se dire finalement on doit être le reflet de l'identité d'une entreprise qui existe depuis 50 ans, dont voilà l'étendue du patrimoine immatériel et les enjeux humains. Comment peuvent-ils trouver une traduction dans l'espace, dans le choix des matériaux, dans l'aménagement, dans les flux? Et qu'est-ce que ça dit des acteurs de demain de l'immobilier? Nous, c'est intéressant, on a développé une practice space depuis 3 ans, où on accompagne toutes les problématiques humaines qui sont provoquées par la chose spatiale, qu'elle soit tertiaire, qu'elle soit au niveau de la ville, peu importe. Et en fait, les architectes avec lesquels nous travaillons sont des architectes qui sont diplômés de philosophie, de sociologie, de psychologie. Parce qu'on s'est aperçu qu'on avait besoin qu'ils aient 2 parties de leur cerveau qui fonctionnent vraiment bien. Une première partie qui est une partie vraiment architecturale, et puis une autre partie qui est en capacité d'avoir des capteurs extrêmement subtils sur des usages contemporains et à venir, qui est en capacité de se mettre au service d'un brief humain très très complexe, très profond, très riche. Ça, c'est la première tendance que l'on perçoit, et finalement, ça pourrait projeter pour l'espace de demain, en tout cas l'espace de l'entreprise, des lieux sanctuaires, des lieux totems. La deuxième tendance, on pourrait la résumer ainsi: le bureau est mort, c'est ce qu'on dit, en tout cas c'est ce qu'on dit un peu partout, vive le bureau. On a oublié un truc hyper important quand on s'est dit en fait, youpi, on va pouvoir se débarrasser de tous nos bureaux, de manière parfois un peu hypocrite, il faut se l'avouer, parce que c'est aussi plein de coûts en fait qu'on fait disparaître sous prétexte d'être très moderne avec le télétravail. En réalité, le bureau, c'est un lieu de justice sociale. Au bureau, on a tous les moyens de travailler correctement et l'entreprise nous le doit. Chez soi, c'est pas le cas. Le télétravail à outrance fracture de manière transversale le corps social. C'est plus une histoire de cadre, non cadre, c'est pas une histoire de CSP, c'est pas une histoire d'études.
C'est est-ce que mon mec, ma meuf, mes enfants me laissent correctement travailler? Est-ce que j'ai l'espace pour? Est-ce que j'ai la bande passante chez moi, dans ma maison, pour vraiment pouvoir me concentrer? Si j'ai des parents qui sont malades, en fait, je pourrais pas être productif. S'ils sont juste à proximité, je pourrais pas être productif. L'entreprise est un lieu de justice sociale. Donc le bureau n'est pas mort, vive le bureau, mais un bureau probablement un peu différent, qui reviendrait à ses obligations premières, qui aurait compris qu'en fait, face à l'émergence de ces nouvelles fracturations, il est plus que jamais urgent de faire société de nouveau, et que nos sociétés ont une responsabilité à permettre le fait société ensemble. Ça, en fait, ça va probablement induire un passage des raisons d'être, d'une injonction au bonheur, etc., à des lieux qui font sens, à des lieux où finalement la qualité du lien social, elle se vit, elle n'est pas placardée, elle n'est pas bullshit, donc ça nécessite de penser l'espace de manière un peu différente. Et probablement également le passage de culture très communicante, très cool, notamment avec notre regard parisien, très autocentré, à des cultures de l'attention. Et là, c'est Cynthia Fleury qui a beaucoup écrit et qui intervient énormément sur ce sujet, qui est philosophe et psychanalyste clinicien et qui travaille énormément dans le monde de l'entreprise, une culture de l'attention à l'autre. Pas une boîte qui dit « je suis en train de sauver la planète et j'ai les plus beaux locaux de la planète ». En réalité, on s'en fout. Parce que si déjà je vais dans un lieu où tout transpire l'attention portée à autrui, dans un monde où plus que jamais on sent qu'on est juste des petits humains interdépendants et vulnérables, c'est déjà énorme. Et c'est probablement l'essentiel. Et là, en fait, on se rend bien compte qu'il y a un maillage très fort entre des sujets spatiaux, des sujets architecturaux, des sujets design, l'immobilier tertiaire de manière générale et des problématiques managériales. Parce qu'une culture de l'attention, elle n'est pas simplement provoquée par le choix des matériaux et l'aménagement de l'espace. Le sang, le jus, la réalité au quotidien, elle va être mise en musique par une excellence managériale de tous les instants. L'époque que l'on vit aujourd'hui, c'est aussi ça, c'est le maillage entre les enjeux managériaux et les enjeux spatiaux. Et probablement que ça va faire émerger des directeurs de l'immobilier qui seront aussi des RH. En tout cas, on l'observe déjà, il y a une hybridation des fonctions, parce qu'il faut pouvoir utiliser le levier spatial pour transformer la culture, pour avoir de l'impact sur les hommes et les femmes. Le troisième sujet que l'on ressent, c'est le passage dans le monde de l'espace de il faut être engagé à il faut être aligné. Et là encore, dans l'immobilier tertiaire, c'est porteur de conséquences très différentes de celles qu'on connaît. L'injonction à l'engagement, c'est absolument pas la même chose que l'injonction à l'alignement. L'alignement, ça veut dire qu'on doit imaginer des lieux qui portent la cohérence entre la promesse collaborateur et la promesse client, entre ce qu'on permet au niveau de la tête des pyramides et ce qu'on permet au niveau de la base. Le poète Pierre Réverdy donnait cette définition de l'éthique, l'esthétique du dedans. Si le monde de demain est résolument éthique, il devra porter cette esthétique de la symétrie, de l'alignement des planètes. Et plus que de pouvoir dire « je suis engagé, je vous le prouve », il faudra montrer l'alignement et donc l'ouverture des lieux sur ces promesses, sur les mondes, sur l'intégration sur le territoire, la symétrie des promesses. La quatrième chose que je voulais vous partager, comme tendance qui parcourt le monde de l'espace et que l'on ressent également très fortement, c'est, et je l'ai dit un peu en transversal, le passage d'un immobilier tertiaire qui était une facilité, qui est devenu ces dernières années un showroom, à un immobilier tertiaire qui devient un levier managérial. L'espace est un levier au service de la transformation des hommes et des femmes. L'espace doit être conçu, doit être pensé comme une humanité comme les autres, au même titre que la psychologie, au même titre que la sociologie. L'espace a un pouvoir extraordinaire sur le collectif et sur les individus d'un point de vue personnel. Il peut provoquer des transformations de comportement. Il peut prouver des discours. Il encapsule des orientations stratégiques. Mais il n'a ce pouvoir que si ceux qui pensent l'espace et ceux qui pensent la culture, qui pensent la stratégie travaillent de concert.
Et pour essayer depuis 3 ans de faire communiquer ces mondes les uns avec les autres, vous n'imaginez pas à quel point c'est compliqué. Il y a des disciplines qui manquent. Il y a des talents qui manquent, qui permettent de transcrire, de traduire dans l'espace des problématiques humaines. Il y a des formations qui manquent, des compétences qui n'existent pas à l'heure actuelle, pour pouvoir offrir des expériences sans couture de bout en bout, qui font de l'espace un levier de transformation. Et puis le dernier point, c'est que finalement l'époque que nous vivons encore, elle fait éclater l'espace de travail avec au moins 4 lieux. J'enfonce des portes ouvertes. Il y a l'espace où je bosse chez moi. Il y a l'espace dans mon quartier, le tiers-lieu, dans ma ville. Moi, j'habite entre Paris et Lorient. Il y a des espaces à Lorient dans lesquels on peut aller travailler tranquille, sans avoir ces petits bébés qui courent autour de ses pattes. Il y a le 3e espace qui est le siège social. Et puis, il y a un 4e espace, parce qu'on n'arrête pas de parler de ces 3 espaces, mais en réalité, tout le monde ne travaille pas dans des sièges. Alors, la plupart des gens ne travaillent pas du tout dans les sièges. Ils vont très rarement dans le siège de leur boîte. Ils travaillent dans des bureaux qui sont quelque part ou dans des usines qui sont quelque part, mais ils travaillent ni chez eux, ni dans un tiers-lieu, ni au siège social. Donc, il y a ce 4e espace. C'est ce qu'on appelle l'archipélisation des lieux de travail. Et alors ça a des conséquences ça a plein de conséquences, mais je voudrais revenir sur 3 conséquences. La première, c'est au niveau des sièges sociaux. Ces lieux dans lesquels soit on travaille, soit on va très rarement pour vivre quelque chose, une aventure de marque. Aujourd'hui, ils doivent devenir des objets de désir. Sur les sièges sociaux, comme les bureaux éclatés des entreprises, quels usages va-t-on développer qu'on ne pourra trouver nulle part ailleurs, ni dans des tiers-lieux, ni chez moi? Qu'est-ce que je vais pouvoir vivre, qu'est-ce que je vais pouvoir ressentir d'intense, de juste, d'apaisant, qui fait que parce que je vais au siège social de Michelin, je ressens par tous les pores de ma peau qu'est-ce que ça veut dire qu'appartenir à cette boîte. On ne pourra plus décemment contraindre les gens de travailler 5 jours par semaine au bureau. Il va donc falloir leur donner envie. Et pour donner envie, l'espace est une arme. Et les sièges sociaux vont devoir redevenir ou devenir ces sanctuaires, ces places du village, des objets de désir qui racontent une histoire et qui font vivre une expérience pour de vrai. Quelles conséquences sur les villes que cette archipélisation des lieux de travail? Aujourd'hui, on s'est rendu compte à la faveur du confinement qu'il y avait des espaces qui en réalité n'étaient dédiés qu'au travail, notamment les centres d'affaires, et des espaces qui n'étaient dédiés qu'à faire dodo et vivre dans nos pavillons, qui étaient des villes dortoirs. Il y a probablement un momentum, une opportunité pour ce qu'on pourrait appeler le leadership du territoire. Comment est-ce que les élus locaux, et pas que les élus d'ailleurs, les décideurs du territoire aujourd'hui, reprennent le pouvoir pour faire de leur environnement des lieux de travail quand ça n'est pas le cas et des lieux de vie quand ça n'est pas le cas? Quelle mixité des usages doit-on mettre en place pour faire en sorte qu'on rééquilibre en fait la cartographie française, la géographie française des lieux de vie qui sont par essence des lieux de travail et des lieux de travail qui doivent nécessairement redevenir des lieux de vie à partir du moment où on éclate les espaces. Comment réussir à proposer notamment à cette génération de super talents qui n'est pas une histoire de jeunesse, qui n'est pas une histoire d'école qu'on aurait faite, ces gens dont on a absolument besoin dans l'entreprise, qui sont tous en train de se dire « Ok, je sais que je suis un super talent. Je sais que les boîtes, elles vont tout faire pour me garder, donc je vais me casser pour aller vivre ailleurs. » Comment est-ce qu'on fait, 1, pour leur donner envie de venir de temps en temps au bureau, et 2, comment est-ce qu'on fait pour leur donner les bonnes conditions de travailler là où ils se trouvent? Et en quoi est-ce que dans cette histoire, le territoire a une carte à jouer? Là, je vous propose en fait la notion de salaire urbain qui a été travaillée par le directeur de la chaire d'économie urbaine de l'ESSEC, qui finalement a une vision un peu marketing du territoire, mais qui est super intéressante. C'est tous les services associés à un territoire, à un quartier, qui, packagés, forment une sorte de rémunération immatérielle additionnelle. En quoi le fait de vivre ici, dans cette ville, dans ce quartier, dans cette zone du territoire, donne une qualité de vie dans l'expérience du travail qui est incommensurable. Et en quoi est-ce que je peux, moi, en tant que ville, en tant que maire, proposer à des entreprises de packager ce salaire urbain en disant « Venez chez moi, regardez tout ce que vous leur proposez en plus à ces super talents, développez-y une antenne.
Donc, on voit bien en fait qu'on a sur le siège social, sur les bureaux, sur les villes, des conséquences qui sont très intéressantes avec des nouvelles injonctions, des nouveaux défis, une nouvelle responsabilité à prendre de la part du territoire pour retrouver le leadership de son espace en ayant quelque chose à proposer pour attirer des familles, pour attirer des talents, pour attirer des boîtes à travers la mixité des usages, pour faire revenir la vie et la rééquilibrer à l'échelle de la géographie française. Et troisième élément, il y aura probablement des conséquences sur le maillage entre l'entreprise et la cité, entre l'entreprise et le territoire. Un groupe comme Yves Rocher, par exemple, quand vous allez à la Gacilly en Bretagne, c'est édifiant de voir à quel point il y a des externalités positives dans les deux sens. Une entreprise qui s'engage pour de vrai sur le territoire, c'est une entreprise qui va contribuer à générer de l'emploi, qui va permettre l'expansion de l'offre hôtelière, de l'offre de restauration. À la Gacilly, Yves Rocher a lancé ce qui est devenu le plus grand festival d'Europe de photos en plein air. C'est 600 000 visiteurs par an. À l'initiative d'une entreprise, on a créé un poumon économique dans l'entreprise, dans le territoire, pas simplement par le fait qu'il y a des collaborateurs Yves Rocher, en redistribuant, en réinvestissant le territoire, en donnant au territoire finalement ce qu'il a donné à l'entreprise. Comme le temps court vite, en guise de conclusion, j'avais envie de vous partager une intuition, parce que ce que je viens de vous présenter comme état des lieux devant vous, c'est adossé à des témoignages de dirigeants, à des enquêtes qualitatives, quantitatives. Mais là, on va aller un petit peu plus dans la prospective et se dire, mélanger ce qu'on observe et puis ce qu'on voudrait qu'il advienne du monde de demain. Finalement, quelle pourrait être la grande transformation qu'on appellerait de nos voeux sur les sujets spatiaux dans les années à venir? On parlait beaucoup de la maîtrise d'ouvrage et le passage dans l'immobilier de la maîtrise d'ouvrage à la maîtrise d'usage, en se disant qu'en fait, le grand défi des gens qui pensent l'espace ou qui ont un lien avec l'espace, c'est-à-dire nous tous, c'est de comprendre les usages d'aujourd'hui et peut-être même d'essayer de capturer les usages de demain. Peut-être que la prochaine grande révolution qu'il va falloir opérer, c'est pas simplement de comprendre ce qui est en train de se passer ou ce qui va se passer dans les années à venir, c'est de le choisir. Et ça, c'est pas tout à fait pareil. Parce qu'en réalité, quand on prend du recul sur l'époque, on a deux orientations possibles, plein. Mais si je fais un écart type important, il y en a deux. On s'inscrit aujourd'hui dans un monde qui est hyper moderne. On a parlé beaucoup de la postmodernité. Aujourd'hui, on est dans l'hypermodernité. Globalement, la postmodernité, c'était l'hédonisme. On s'éclate, on est dans l'instant présent. L'ultramodernité, c'est l'obsession de soi, parce qu'en fait, on est tellement conscient de toutes les transitions et de tous les enjeux qu'on se recroqueville sur nos petits nombrils et notre petite santé en se disant « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Ça, c'est on continue la course d'un monde qui était innervé par un idéal de progrès. La postmodernité, l'ultramodernité, l'hypermodernité, c'est la trajectoire qui nous est offerte dans laquelle s'inscrit aujourd'hui les sujets managériaux, les sujets d'immobilier tertiaire, les sujets d'immobilier de la ville. Peut-être qu'aujourd'hui, en fait, il ne s'agit pas simplement de comprendre et de projeter ce qui va se passer demain, mais de choisir de bifurquer de cette orientation naturelle que nous sommes d'ores et déjà en train de prendre. En se disant finalement, quand on travaille sur les sujets spatiaux, on a une responsabilité politique immense et peut-être qu'il faudrait savoir rompre avec cet idéal de progrès et donc proposer une autre modernité. Une autre modernité traduite dans les sujets de l'espace, c'est pas l'hypermodernité, c'est pas la postmodernité. C'est peut-être une réunion entre le meilleur de la tradition et un progrès dont on donnerait une définition un peu différente. Je voulais vous donner 3 initiatives immobilières très concrètes qui, pour moi, s'inscrivent dans une autre modernité qui casse avec cette philosophie du progrès qui est en train de nous mener à notre perte. Masdar City, qui est un endroit à Abu Dhabi, alors qui a été très décrié pour plein de raisons, mais qui est un lieu où, en allant chercher des techniques ancestrales, on a essayé de faire autrement pour faire société différemment. Et là, l'espace est vraiment au service d'un idéal de société. Le concept 22-26, qui a été développé en Autriche, qui est en train d'arriver en France, où l'idée, c'est d'aller chercher le meilleur des techniques traditionnelles, l'épaisseur des murs, les ventilations naturelles, pour réussir à proposer, notamment à l'immobilier tertiaire, pas de clim, pas de chauffage et une neutralité carbone en exploitation.
en allant chercher le meilleur de ce qu'on fait depuis des millénaires et en l'associant à des connaissances modernes qui sont les nôtres. Et le troisième élément que je voulais vous donner, alors qui est récent pour les bosons et on redescend d'un niveau, c'est le FUSCOLAB, qui est la structure d'innovation de rupture de la Marine nationale, qui a beaucoup étonné Florence Parly, qui est venue le visiter il y a 2 semaines, dans lequel nous, les bosons, on a mis une petite graine justement de cette autre modernité, où les militaires eux-mêmes, qui n'avaient pas de thunes, donc étaient obligés à la frugalité, ont conçu un espace où intellectuellement, on doit penser l'innovation de rupture pour les forces spéciales. On n'a pas les moyens, on n'a pas toute la tech, on n'a pas les bons objets, mais avec de l'intelligence et avec beaucoup de bon sens, ils ont créé un espace qui est là encore un trait d'union entre le meilleur de l'héritage et de ce dont l'homme est capable et le meilleur de la modernité, avec beaucoup d'intelligence dans cette notion de frugalité. En guise de conclusion, 2 phrases. Le Corbusier qui disait en urbanisme, quand on fait des bêtises, ça dure 100 ans, a fortiori quand on a une responsabilité politique liée à l'espace, et c'est particulièrement le cas aujourd'hui, et ça sera encore plus fort dans les années qui viennent. Décliné en version moderne, un peu plus proche de nous, c'est Spider-Man qui disait « With great power comes great responsibility ». C'était un peu l'objectif de mon propos. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup.